Bonsoir à tous, bonsoir Sonia et bienvenue dans le 18h de Public Sénat en direct ce soir du Congrès des maires où à l'instant Jacques Pélissard vient d'être réélu président de l'Association des maires de France avec 57% des voix et même un peu plus face à André Lenguel. Et nous avons demandé bien sûr ce soir, Sonia, à des élus locaux de venir s'exprimer ici sur l'impact de la crise dans leur commune, leurs réponses et puis leurs attentes. Dans l'actualité aujourd'hui, l'Europe qui gonfle son enveloppe pour un plan de relance de 200 milliards d'euros, en grande partie à la vérité une addition des plans nationaux, mais l'Union ouvre la perspective d'une baisse de la TVA. En France, des mesures spécifiques toujours en préparation pour soutenir l'automobile et le bâtiment, les facilités envisagées en faveur du chômage partiel qui se développe dans les nombreuses régions affectées notamment par la crise dans l'automobile. Le débat sur le chômage partiel est relancé aujourd'hui par les syndicats. Elles se sont parlé. Entretien aujourd'hui entre Martine Aubry et Ségolène Royal au siège du Parti Socialiste. C'était jour de passation de pouvoir. De nombreux invités donc avec nous ce soir, Sonia. Oui, ce soir, nous recevons des maires qui seront donc avec nous sur le plateau et l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, qui nous parlera bien sûr du plan de relance européen. Voilà, le chiffre est plus important qu'annoncé ces derniers jours, un plan de relance européen de 200 milliards d'euros. Oui, la Commission européenne a approuvé un plan visant à relancer l'ensemble de l'économie de l'Union face à la crise économique. Le montant 200 milliards d'euros est donc supérieur à ce qui avait été avancé. Ce plan prévoit des aides budgétaires ciblées et provisoires. Marie Hospital. France, Allemagne, Grande-Bretagne, de nombreux pays de l'Union européenne ont déjà annoncé leurs propres mesures anti-crise. Ce que veut maintenant la Commission, c'est une action concertée et coordonnée des 27 avec un objectif chiffré, précis. Ce que l'on propose, c'est un total de 200 milliards d'euros de relance fiscale, c'est-à-dire plus ou moins 1,5% du PIB de l'Union européenne. 200 milliards d'euros en 2009 et 2010, financés pour l'essentiel par les gouvernements de l'Union européenne. Bruxelles propose aux pays membres d'augmenter temporairement les allocations chômage, d'abaisser la taxation sur les bas revenus, de réduire, comme au Royaume-Uni, les taux de TVA ou encore d'aider le secteur automobile. Des mesures exceptionnelles pour une crise exceptionnelle. Les perspectives économiques empirent. Les risques de détérioration que nous avions identifiés dans nos prévisions au début du mois de novembre se concrétisent. La crise financière n'est pas terminée. Le plan européen reste cependant timide comparé au programme de relance prévu ailleurs dans le monde. Les autorités américaines ont ainsi annoncé mardi un ensemble de mesures pour la consommation et le marché immobilier d'un montant de 800 milliards de dollars, soit 3 fois plus que l'Union européenne. En France, on sait que l'on étudie actuellement, notamment à l'Elysée, une éventuelle baisse de la TVA sur les véhicules peu polluants. On le voit un peu partout dans les régions. Les usines automobiles baissent le rideau en décembre. Oui, et c'est une véritable épidémie. Un à un, tous les constructeurs annoncent des arrêts de production de plusieurs semaines. Le secteur automobile est donc particulièrement touché par la crise, mais il n'est pas le seul. Dans le bâtiment, le gouvernement prévoit plus de 45 000 emplois perdus pour 2009. Reportage en Seine-Saint-Denis dans une PME inquiète, Flora Sauvage. Dans cette entreprise de la région parisienne, les conséquences de la crise ne se font pas encore sentir. À la tête de cette PME spécialisée dans les travaux publics, Francis Duprac se prépare pourtant au pire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de confrères qui travaillent dans les travaux neufs qui ont peu de travaux. Donc, comme je le dis souvent, pas avoir de travail dans les travaux publics au mois de novembre, c'est comme être marchand de glace et pas vendre de glace au mois d'août. C'est très très inquiétant. Située en Seine-Saint-Denis, au pied de la cité des 4000, à la Courneuve, l'entreprise de Francis Dubrac emploie 215 salariés et la crise est dans toutes les têtes. Bien sûr, ça nous inquiète tous. On a du mal à s'en sortir ces temps-ci, il n'y a pas avec les pouvoirs d'achat. Du coup, Francis Dubrac a pris des mesures préventives. On a arrêté les embauches, on a un chef de chantier qui vient de partir, on ne va pas le remplacer, on va faire de la promotion interne. Mais on commence à réduire la voilure, un peu comme un capitaine qui voit les nuages s'amonceler sur la mer et qui se dit qu'il faut se préparer pour la tempête. Selon les prévisions du gouvernement, le secteur de la construction en France devrait perdre environ 45 000 emplois en raison de la baisse d'activité dans ce domaine.
C'est la fin, ou peut-être une pause provisoire dans cette longue bataille que nous avons suivie ces dernières semaines et ces derniers jours particulièrement. Passation de pouvoir aujourd'hui au Parti socialiste. Oui, et cela s'est passé au siège du parti rue Solferino. Au cours de cette cérémonie, bien la nouvelle secrétaire du PS, Martine Aubry, a offert un cadeau à son prédécesseur. Il s'agit d'une lithographie représentant l'histoire du socialisme. Alors Aubry, la victorieuse, prend donc officiellement les rênes du parti, mais sa rivale, vaincue, Ségolène Royal, a réaffirmé illico des ambitions intactes pour 2012. La cohabitation entre les deux femmes s'avère donc houleuse. Nicolas Béard. La réconciliation au PS, dans la presse, on n'y croit pas vraiment. Au lendemain de la désignation de Martine Aubry à la tête des socialistes, les esprits se sont un peu apaisés, mais la bataille a laissé des traces, à commencer par l'amertume du camp royal. On verra bien. En tous les cas, nous sommes dans un très bon état d'esprit. Notre combat sort nettement victorieux, parce que quand on a autant de forces coalisées et contradictoires qui se mettent ensemble, on peut dire qu'on peut être qu'optimiste, c'est ça que je veux vous dire. Du propre aveu de Ségolène Royal, son courant s'impliquera à 100%. Elle veut être une force de transformation au sein du PS. Martine Aubry devra donc faire avec. Son ancienne rivale dispose encore de puissants soutiens au sein du parti. Mais après la contestation du vote militant, l'ambiance n'est pas au mieux. Le problème, c'est que le vainqueur est vainqueur d'une courte tête et que la vaincue n'admet qu'à moitié et même qu'au quart les règles du jeu et sa défaite, et tente de transformer sa défaite, comme elle l'avait fait en 2007, en quasi-victoire. Donc cela promet des difficultés encore extrêmement profondes pour le Parti socialiste dans les semaines et les mois qui viennent. Le PS a pourtant du pain sur la planche, préparer les élections européennes pour commencer. Ségolène Royal, elle, a déjà d'autres échéances en tête, celle de 2012. C'est dès maintenant que nous nous y mettons. À très bientôt. On parlait de l'impact de la crise économique sur la vie des entreprises, mais les communes sont également touchées et on le constate lors de ce congrès des maires de France. Certains déploient des trésors d'imagination pour faire des économies. Oui, ils font vraiment preuve d'imagination, les maires. Certains s'attachent à revoir toutes leurs dépenses, d'autres misent sur l'économie verte, d'autres encore hésitent à augmenter les impôts locaux pour tenir face à la crise. Mais quelles sont vraiment leurs marges de manœuvre? Enquête ici même au Salon des maires avec Fabrice Cunet. Faut-il ou non augmenter les impôts locaux? Au Congrès des maires de France, la réponse est mitigée. À l'image de ces élus du Cantal, la question fait débat. Il y a de moins en moins de moyens, avec de plus en plus de demandes, et on ne pourra pas arriver à équilibrer nos budgets, puisque sans peut-être une augmentation des impôts. Augmenter les impôts locaux, c'est pas possible auprès d'un contribuable qui ne peut pas répondre à une sollicitation fiscale supplémentaire. Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on va réduire nos capacités d'investissement. Dans les allées du salon, peu de maires annoncent une hausse des impôts locaux. Beaucoup disent préférer se serrer la ceinture plutôt que de prendre cette mesure dans un contexte déjà difficile. Il ne peut pas tout faire, quoi. Donc on fait vraiment des choix, sauf que quand on fait un choix, on s'engage pour 10 ans, 15 ans, parce qu'on est obligé de faire un emprunt et qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Pourtant, de l'aveu des maires, il faudrait doubler ou tripler les impôts locaux pour atteindre des budgets décents. Alors en attendant, on compte sur l'intercommunalité. Ça donc basculer des compétences qui nous posaient problème, notamment voirie, scolaire, périscolaire, sur l'intercommunalité. Moi, je ne prévois pas de forte augmentation de fiscalité locale sur ma commune. Aujourd'hui, les impôts locaux représentent 36% des recettes des collectivités locales, contre 42% en 1993. Les budgets pour 2009 sont en cours de discussion. Les communes décideront d'une hausse ou non d'ici à la fin de l'année. Et les sujets de colère ne manquent pas au Congrès des maires, on l'a encore vu aujourd'hui, baisse des moyens, on vient de le voir, et puis hausse des obligations. Il y a encore eu une bronca aujourd'hui concernant la mise en place du service minimum d'accueil dans les écoles en cas de grève. Hier, François Fillon avait été sifflé. On se demande ce qui va se passer demain avec la venue de Nicolas Sarkozy. Le projet de loi très controversé réformant l'audiovisuel fait réagir les sénateurs. Oui, alors que le texte est encore à l'examen à l'Assemblée nationale, eh bien les sénateurs se penchent déjà sur les différentes dispositions et réagissent en temps réel avec les députés. L'occasion pour Pierre Bon-Joseph de prendre la température du Sénat sur ce texte hautement polémique.
À peine arrivée à l'Assemblée nationale, déjà contestée dans les rues de Paris, la loi sur la réforme de l'audiovisuel public occupe aussi les sénateurs. Ce matin, la dernière proposition du député Jacques Miard de supprimer le JT de France 3 faisait l'unanimité contre elle. Bon, le pluralisme, dès l'instant qu'on a, puisque le président sera nommé par le président, il n'y a qu'à avoir un journal et puis ça y est, tout est bon. C'est-à-dire tout est scandaleux. C'est pas à nous peut-être parlementaires, c'est pas à nous législateurs de dire ce qu'il faut faire. Et en gros, notre travail, c'est de donner un cahier des charges, donc donner des principes. Hier, Christine Albanel a rappelé son engagement de financer à hauteur de 450 millions d'euros par an jusqu'en 2011 la télé publique. À l'euro près, le manque à gagner après la suppression de la publicité. Mais pour les syndicats, reçus ce matin par les sénateurs, le compte n'y est pas. Et même s'il couvre juste au franc près ou à l'euro près, soi-disant, quid du développement? Quid du développement d'avenir? Quid des investissements dans les nouvelles technologies? Voilà le problème. Donc c'est une profonde inquiétude. Ce soir, l'Assemblée nationale entame l'examen des articles. 856 amendements ont été déposés. À droite, certains dénoncent la création inopportune d'une nouvelle taxe. La gauche voudrait bien se refaire une santé politique. Nicolas Sarkozy souhaitait que la fin de la publicité intervienne dès le 1er janvier 2009. Pas sûr que le texte ne soit voté à temps. Éternelle question, tant de textes législatifs qui ne trouvent pas d'application concrète. Oui, une loi récente sur deux n'est pas applicable. La situation est pointée du doigt dans un rapport annuel du Sénat. À la trappe, par exemple, les lois sur les manèges dangereux ou encore les chiens méchants, souvent votées dans l'émotion et l'urgence, mais c'est aussi le cas pour d'autres lois comme celle tant décriée sur les OGM. Thomas Raguet. Tout ça pour ça. Souvenez-vous, l'hiver dernier, José Bové et les faucheurs volontaires entament une grève de la faim pour dénoncer le projet de loi sur les OGM. Le texte déchaîne les passions et va secouer la majorité tiraillée entre pro et anti. Finalement, le texte est adopté au mois de mai après plus de 3 mois de rebondissement. 6 mois plus tard, aucun décret n'est paru. Le texte est inapplicable. Moi, je pense qu'au milieu de l'année 2009, pour moi, le gouvernement et le ministère concerné auront eu le temps suffisant. Si ce n'était pas fait. Et si ce n'était pas fait, eh bien, on alertera au travers de la commission économique le gouvernement et le ministère concerné sur ce point. Parce que là, ce serait véritablement anormal. Et les OGM ne sont pas un cas isolé. Manège dangereux, mini-moto, au total 14 textes de loi sont pour l'heure inapplicables, alors que bien souvent ils ont été examinés en urgence. Je pense qu'on devrait être amené à légiférer moins vite et moins. Parce que on légifère quand on entend et quand il y a un problème. Moi, je suis toujours extrêmement réticent à légiférer sur le coup de l'émotion ou de ce que pense aujourd'hui l'opinion publique, qui pensera exactement le contraire le lendemain. Parlementaires sous pression, travail législatif dicté par les faits divers. Bien souvent, la production de lois se heurte à des blocages administratifs non anticipés, quand il ne s'agit pas tout simplement d'un blocage politique. Voilà, nous nous retrouvons au Congrès des maires de France et nous allons poser la question rituelle en ce moment à nos invités. La crise, comment ça se passe chez vous? Avec 2 premiers avis de maire. D'abord Claude Pernès, bonsoir. Vous êtes le maire nouveau centre de Rosny-sous-Bois. Concrètement, quels sont les effets de la crise dans votre commune si proche de Paris? Bien écoutez, j'aurais tendance à vous dire qu'on est actuellement au Salon des maires et je viens de parcourir les travées de celui-ci. C'est un peu comme si j'étais dans un magasin de jouets à Noël avec plein de propositions qui sont faites au niveau des entreprises pour améliorer nos villes et nos cités. Et je me pose la question de savoir si on va avoir les moyens effectivement d'investir dans tout ce dont nos concitoyens pourraient avoir besoin. Donc, en réalité, il n'y a aucune raison que les maires ne soient pas non plus touchés comme le sont les entreprises comme l'LPI et l'ensemble de la planète. Il va falloir vraisemblablement qu'on s'ajuste, qu'on change nos comportements, du moins pour cette année. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien entendu, ça fait mal et il va falloir faire des choix. Est-ce que vous avez déjà mesuré l'impact
une éventuelle hausse du chômage dans votre commune? Alors la hausse du chômage, pas encore, puisque les chiffres commencent à apparaître, mais on sait très bien que dès qu'il y a chômage, il y a les plans pour l'emploi qui vont nous être proposés par le département. Il faudra y donner suite. Mais une chose est sûre, c'est que on est bien conscient que nous allons avoir des dépenses sociales supplémentaires qui vont être consécutifs à cette crise. Alors, vous parlez de choix. Quelles sont justement les mesures prioritaires que vous avez prises chez vous? À priorité, alors, j'ai une lettre de cadrage qui est extraordinaire. J'ai commencé à dire, il faudrait que nous soyons imaginatifs pour diminuer les dépenses de fonctionnement d'environ 3%. C'est l'effet de ciseaux qu'on risque d'avoir. Donc ça veut dire que les services vont devoir réfléchir, ainsi que les élus, à faire des économies. Donc ça pose le problème de l'embauche. Donc à chaque question, est-ce qu'on doit remplacer, ne pas remplacer? Ça pose le problème des choix des fournisseurs. Et ensuite, pour ce qui concerne l'investissement, il y aura vraisemblablement, et c'est des consignes que j'ai données, quels sont les investissements ultra nécessaires, quels sont les investissements qu'on peut différer, et ainsi de suite. Merci. Alors Maxime Camusavo, vous êtes maire communiste de Saint-Germain-du-Puy. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Du côté de Bourges, on précise. C'est la périphérie de Bourges. Voilà. Moi j'ai envie de dire comment ça se passe sur notre territoire, puisque c'est très rare maintenant que les habitants demeurent dans une commune et travaillent dans une commune. Les spécialistes appellent maintenant les salariés souvent des bilocalisés. Et dans le territoire départemental, la Banque de France vient de faire une étude en indiquant que les effets de la crise commencent à se faire sentir, et notamment certains plans de charge aidant déjà la mécanique ou d'autres, au cours du 3e trimestre, ont baissé de 25 à 30%, ce qui n'est pas rien. Et quand je regarde notre département du Cher, qui historiquement était un département industriel, qui était structuré au cours du siècle dernier autour de l'armement, il a gardé une très forte compétence en mécanique, en électronique, qui s'est retournée vers ce qu'on appelle des sous-traitants, qui ne sont pas bien connus, mais qui sont dans des groupes importants, comme Timken, qui est dans Hutchison Total, et qui sont des noms pas connus. Mais quand on regarde ce qui est en train de se passer, on s'aperçoit que celui que je viens de citer a déjà arrêté tous les intérimaires. Il y a 2 variables d'ajustement très vite. Les intérimaires, qu'on arrête, et puis le chômage technique. Vous avez Oxford à Saint-Florent qui est en grande difficulté pour la même raison. Vous avez Mecachrome à Aubigny qui a 400 à 500 emplois, qui travaillait avec un haut niveau de technicité dans la Formule 1 avec les moteurs de Renault, qui est en grande difficulté parce que les nouveaux propriétaires sont canadiens et... vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Et puis nous en avons d'autres comme cela, qui sont pas forcément dans notre département, mais qui sont limite, comme dans le Loir-et-Cher, une usine à Théier qui va fermer. Comme à Cosne-sur-Loire, j'ai amené la presse locale de ce matin, qui indique, vous voyez, Henkel fermera ses portes en mai 2009. Alors, quand on est élu communiste comme vous, qu'est-ce que l'on fait? On est présent sur le terrain? Bien sûr. On est présent au niveau local. Comment se battre face à la crise? Et en même temps, on fait des propositions au niveau national pour d'autres pistes de réflexion, pour pas qu'on ajoute à la spirale de la crise financière, la spirale de la crise économique au niveau local. Quelques exemples. Oh, écoutez, voilà 10 ans, quand on a enlevé la masse salariale de la taxe professionnelle pour favoriser l'investissement, vous vous rappelez? Oui. J'appartenais au groupe de travail avec Strauss-Kahn qui travaillait là-dessus, et nous avons dit, nous élus communistes, on est d'accord pour enlever la masse salariale dans le calcul de la taxe professionnelle, mais regardez l'économie d'aujourd'hui, il faut la réalimenter par, à côté de ce qu'on appelle les actifs mobiliers, les actifs financiers. Mais depuis 10 ans, c'est curieux, c'est comme si la sphère financière de l'économie n'existait pas. On l'a redécouverte, ça fait 3 mois. Alors, on va revenir sur toutes ces questions dans un instant. On attend des mesures pour l'automobile, vous le savez, monsieur le maire, et éventuellement une baisse de la TVA pour les voitures les moins polluantes. On sait que c'est dans les cartons à l'Elysée. Aujourd'hui, un plan européen a été dévoilé. La Commission met finalement 200 milliards d'euros sur la table. C'est plus que prévu. C'est bien moins, évidemment, qu'aux États-Unis. En fait, il s'agit essentiellement de l'addition de plans nationaux, Emmanuel Kessler, mais avec quand même des pistes nouvelles. Et la question que tout le monde se pose, d'où viennent tous ces milliards? C'est une pluie des milliards. Emmanuel Kessler.
prends le micro, ce sera mieux. Justement, d'ailleurs, la Commission en fait ne met pas 200 milliards d'euros sur la table parce que l'Europe n'a pas les moyens budgétaires de faire cet effort, alors encore moins d'aller jusqu'à ce que fait les États-Unis, parce que l'Europe a un budget très limité, qui représente d'ailleurs chaque année à peu près ces 200 milliards. Donc en fait, l'Europe, elle va mettre quelques crédits de politique communautaire, notamment de fonds structurels à hauteur de 30 milliards, mais pour le reste, vous l'avez dit, elle demande à chaque État de contribuer. Alors c'est un objectif ou un plafond de dépenses à hauteur de 1% de son activité économique nationale pour arriver à une addition qui fera au total 200 milliards. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est plus important encore que le montant dans le plan communautaire, c'est qu'elle a donné, la Commission, une sorte de boîte à outils, différents leviers possibles, et elle a donc assoupli les règles habituelles pour dire aux États, on est dans une situation exceptionnelle, et ben par exemple, dans les 2 années à venir, vous allez pouvoir faire plus de déficit ou plus de dettes. Et justement, Emmanuel, alors comment la France va-t-elle se servir de cette boîte à outils? Alors les 19 ou 20 milliards qui ont été annoncés hier et qui vont être détaillés dans les jours qui viennent par Nicolas Sarkozy du plan de relance française, ils s'intègrent justement dans cet objectif de 200 milliards de dépenses européennes. Et vous l'avez dit, ça va être plutôt pour la France, alors que la Grande-Bretagne, par exemple, a décidé une baisse générale de la TVA, des mesures ciblées. Et par exemple, sur l'automobile, c'est très clair. Et pourquoi? Parce que l'automobile, ça vient d'être dit, est dans une situation extrêmement périlleuse en ce moment. Et surtout, derrière l'automobile, finalement, on s'aperçoit que ça a un effet d'entraînement sur toute une série de secteurs économiques. Parce que regardez une voiture, qu'est-ce que vous avez dans une voiture? Vous avez bien sûr de la mécanique, de l'acier, du plastique, donc de la chimie. Vous avez de l'informatique, vous avez du cuir, vous avez du textile. Et c'est donc toute une série d'entreprises qui sont derrière, à tel point d'ailleurs que on pense que ça représente au total toute la chaîne, sans compter les concessionnaires, ceux qui vendent les voitures, à peu près 10% de l'emploi. Donc c'est très important d'aller soutenir un secteur comme celui-là. Un dernier mot, pour vous dire que la Commission a même ouvert la possibilité de satisfaire une demande qui est formulée depuis longtemps par la France et qui pourrait donc voir le jour assez rapidement, c'est celle d'une baisse de la TVA sur la restauration. Très bien. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle des économistes. Un commentaire sur ce plan qui a été dévoilé aujourd'hui à Bruxelles. On a l'impression, là encore, qu'il y a beaucoup de dogmes qui sautent. Bien sûr, sur ces milliards qui sont mobilisés. Également sur la possibilité désormais offerte aux États de baisser la TVA. Il y a en réalité une bonne nouvelle et une moins bonne. La bonne, c'est que à la suite du G20, vous vous souvenez, cette grande réunion il y a 2 semaines, nos gouvernants, les gouvernements en Europe, ceux aux États-Unis aussi, ont compris que nous étions rentrés dans une crise qui nécessitait de prendre des moyens adaptés à une situation totalement exceptionnelle et qui, si elle n'était pas prise de manière intelligente, prise en compte, pourrait amener finalement à quelque chose de beaucoup plus grave que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que le plan de tout à l'heure est un plan, comme on l'a dit, qui n'est pas un plan, puisque c'est une... C'est une addition. Non, même pas. Si c'était une addition, ce serait il y a déjà bien. Il y a un chiffre. Il y a un chiffre, mais qui est un chiffre abstrait, puisqu'on incite des gouvernements à vouloir aller dépenser plus, et on imagine que c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ce qui est là aussi positif, c'est l'idée que, disons, nous ne sommes plus aujourd'hui dans un monde dans une situation dans laquelle on peut continuer à sortir des règles qui sont d'un autre âge. Elles sont d'un autre âge simplement parce que c'était avant la crise. Nous sommes dans une crise qui pourrait prendre des proportions absolument inconnues. Donc il faut être lucide sur ce sujet-là. Ce qui est la moins bonne nouvelle, c'est que les 200 milliards sont évidemment insuffisants. Vous avez dit, soyons précis un instant, je réponds à la question que vous avez me posée. Vous avez dit que c'est très inférieur à ce que les États-Unis d'Amérique font. Ils ont raison, les États-Unis d'Amérique, de faire. Mais je rappelle que nous sommes la première puissance économique du monde, les 27. Et que si nous sommes dans une situation qui est à peu près équivalente à celle des États-Unis, il n'est pas crédible que nous fassions 4 fois moins qu'eux. Donc, on voit que les résultats à la bourse ne sont pas très encourageants d'ailleurs aujourd'hui. Ça n'a pas été perçu comme un signe. Mais ils ne peuvent pas l'être parce que vous êtes exactement, et je termine là-dessus, vous êtes exactement dans la situation d'avoir à résoudre un problème de mathématiques sans que vous ayez l'énoncé du problème. Personne, à l'heure actuelle, ne comprend ni où nous en sommes, ni ce qu'il faut faire. Alors là-dessus,
il faut bien qu'on s'agite, donc on sort des centaines de milliards. Mais justement, oui, Jean-Hervé Lorenzi, vous dites que c'est pas suffisant, 200 milliards d'euros, et vous dites que les pays vont devoir, ils n'ont peut-être pas tous les moyens de payer cette somme. Donc comment sortir de cette impasse? Mais personne dans cette affaire-là, attendez, ne reprenez pas les langages du passé. Personne ne va sortir les 200 milliards, pas les gouvernements. C'est pas les gouvernements. Qui va payer alors? On va faire les emprunts. Il y a beaucoup. Alors attendez, il faut quand même dire que nous autres économistes serinons depuis maintenant plusieurs années que nous n'avons jamais eu dans le monde autant de liquidités, c'est-à-dire de création artificielle de monnaie. Et nous ne pouvons pas à la fois avoir ces centaines de milliards ou milliers de milliards de dollars ou d'euros et dire que nous n'avons pas d'argent pour pouvoir emprunter. C'est quand même du bon sens. Alors arrêtons de dire les caisses sont vides, ceci, cela, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de ne pas se retrouver avec 2 points ou 3 points de chômage de plus en Europe dans les 2 ans qui viennent. Alors l'une des solutions, justement, pour ne pas faire s'envoler les courbes du chômage, elle a été défendue par Nicolas Sarkozy hier, c'est-à-dire favoriser le chômage partiel, dont parlait M. Camusat, et qui malheureusement aujourd'hui frappe de nombreux salariés dans le secteur de l'automobile et du bâtiment. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il faut effectivement accepter de travailler moins, de gagner moins pour préserver son emploi? Je me méfie de ces formules, gagner plus, etc. Tout ça ne me paraît pas totalement adapté. Ah là, c'est gagner moins, là. Hein. Peut-être. Mais en tous les cas, il est clair que je suis là quand il dit qu'il vaut mieux avoir un emploi même à temps partiel que ne pas avoir d'emploi du tout. Ça me paraît aller de soi. Maintenant, le sujet est le suivant. Il est que je ne vais pas citer de chiffres parce que je suis exaspéré de ces avalanches de chiffres qui ne veulent rien dire. Oui. Et notamment ceux d'aujourd'hui. Je vais dire qu'il faut mettre 2, 3 ou 4% du PIB, c'est ce que vont faire les Américains. Oui. Vous savez, les politiques économiques américaines, elles sont très intelligentes. Regardons bien ce qu'ils font et regardons-les avec talent parce qu'ils sont talentueux sur ces domaines-là. Donc il y a encore une marge de progression pour l'Union. Parce que là, ils vont mettre 4 à 5% de l'équivalent du PIB. Je ne dis pas que c'est du domaine... en Europe. Hein. Je ne dis pas, parce que je ne dis pas du tout que ce soit du domaine budgétaire. Je ne crois pas que la solution soit entièrement budgétaire. Je trouve, alors maintenant on va être positif, je trouve que ce que le gouvernement a lancé pour OSEO, c'est-à-dire utiliser une institution pour faciliter le crédit aux PME, c'est une bonne idée. Je trouve que ce qu'on a inventé, ce qui a été développé sur le fonds dit, j'ai horreur de ce mot de fonds souverain, mais le fonds d'investissement spécialisé, c'est astucieux. Le problème, c'est que vraisemblablement, on est un peu en dessous de ce qu'il faut faire. Deuxième sujet, il faut inciter nos amis allemands à venir nous rejoindre pour mettre un boost, on ne va pas perdre. On est dans une bagarre qui est une bagarre de temps. Il faut absolument ne pas perdre des mois en s'interrogeant sur ce qu'il faut faire. Il faut absolument pousser nos amis allemands à relancer leur économie. Ça, c'est un point majeur. Mais comment les convaincre? Je crois que les chiffres du chomage qu'ils vont connaître dans les semaines qui viennent vont les amener à se convaincre tout seuls. Ils étaient encore réticents aujourd'hui, on les a entendus, vous avez vu, ils se disent attention à la surenchère dans les plans de relance nationaux en Europe. Ils ont raison sur le caractère abstrait de ces chiffres qui sortent qui sortent de manière un peu inconsidérée. Je dis simplement que quand nous aurons le chiffre de ce mois-ci du chômage, vous allez voir à quel point nous allons devenir imaginatifs. Les Allemands sont comme nous, ils sont des pragmatiques. Quand on verra le chômage augmenter de manière très significative, vous verrez que les grands dogmes tombe avec la rapidité des chiffres. Bon, on a bien retenu votre leçon. Tous autour de la table aujourd'hui, Jean-Hervé Lorenzi, on va se méfier des chiffres et on va rester collé à l'économie réelle. Alors, Charles Guenet nous a rejoint, à côté de M. Camusat, qui pourra prendre la parole. J'ai vu que vous étiez très intéressé par l'avis d'expert de Jean-Hervé Lorenzi. Charles Guenet, sénateur UMP de Haute-Marne, vous êtes maire de Vaux-sous-Aubigny. Précisez-nous un petit peu votre commune et dites-nous comment ça se passe chez vous, la crise. Bien. Donc le village de Vaux-sous-Aubigny, puisque c'est un village de 700 habitants, se situe au sud de la Haute-Marne et au nord de Dijon, pour préciser. Et si vous voulez, dans notre secteur, nous sommes des secteurs en crise en permanence. Donc nous voyons la crise d'une manière différente. Nous appartenons à ce qu'on appelle la fameuse banane, vous savez, qui part de l'est de la France et jusqu'au Massif central. Donc, pourquoi cette crise permanente ?
Eh bien, parce que nous sommes des territoires qui souffront en permanence de déprises industrielles et de déprises économiques. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on est malheureux tous les jours, mais bon, voilà. Donc, on appréhende la crise forcément d'une manière un peu différente. Et pour nous, en tant que maire, effectivement, nous avons des petites entreprises de sous-traitance automobile, des choses comme ça. Et effectivement, on commence à percevoir des inquiétudes. Et dans nos territoires, on n'a pas toujours de possibilité de repli. Nous avons aussi l'habitude de nous replier quelque part et de rechercher les recettes du lendemain. C'est un peu ça notre habitude. Et à cet égard, les communes comme les nôtres essaient de faire en sorte de s'inscrire dans l'avenir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous faisons très attention effectivement aux emprunts que nous allons faire, à toutes ces choses-là, à la fiscalité, vos dépenses, oui. à la fiscalité que nous allons mettre. Et effectivement, c'est là que nous pouvons agir. Mais nous avons l'habitude, quelque part. Nous réagissons d'une manière différente par rapport aux territoires qui ont l'habitude d'avoir des... Maxime Camusat, quelle est votre réaction à ce plan de relance européen dont on vient de parler? Je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qui m'apparaissent intéressantes parce que j'entends depuis 1 ou 2 mois des choses que nous disions depuis quelques années et qui n'étaient pas prises en compte, sur lesquelles il peut y avoir débat, on est bien d'accord. Mais comme dit une chanson de Benabar sur l'effet papillon, quand les financiers s'enrhument, c'est les ouvriers qui toussent. Donc il ne faudrait pas de nouveau qu'ils toussent parce qu'ils ont toussé beaucoup ces dernières années. Et effectivement, il y a beaucoup de liquidités dans ce monde. La question qui est posée depuis des années, c'est de ramener ces liquidités vers l'économie réelle et nos territoires. J'écoutais un maire qui disait tout à l'heure, je vais diminuer les investissements. En même temps qu'on nous dit, vous devez participer à la relance de l'emploi au niveau local, il faut des recettes nouvelles pour sortir de cette spirale. Sinon, les collectivités participeront de nouveau à la spirale régressive et c'est pas du tout notre point de vue. Monsieur Guénet. Oui, nous savons en particulier que nous avons des possibilités dans nos territoires et c'est encore plus prégnant qu'ailleurs. Les 73% d'investissement des collectivités publiques, nous aussi, nous pouvons les faire sur nos territoires à notre mesure et au contraire, nous sommes en train d'examiner comment nous allons pouvoir les lancer. Bien évidemment, le problème, c'est que nous attendrons tous que les taux baissent, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'investir dans ces conditions-là. Et avec notamment les comités préfectoraux et les grandes villes des départements comme les nôtres, nous avons essayé de mettre en place des chartes pour payer beaucoup plus rapidement les entreprises locales, etc. C'est-à-dire de leur donner des liquidités plus rapidement, parce que vous savez que les collectivités locales doivent payer sous 45 jours, mais en fait, très souvent, nous avons de la marge sous le pied, si j'ose dire, et bien souvent, ces petites entreprises attendent justement qu'on puisse les aider à ce niveau-là. Voilà, merci. Monsieur Camusat, un dernier mot. Regardez, on n'a pas fini de voir les conséquences de la crise chez un sous-traitant du bâtiment. Des commandes dans les chaussettes, il dit. On n'a pas fini de voir, effectivement, on est au début d'un cycle extrêmement compliqué. Très bien, merci Monsieur Camusat. Vous allez laisser votre place, si vous le voulez bien. Je vois que vous suivez de très près l'actualité musicale, par ailleurs. Vous avez cité Benabar, merci. On l'aime tous ici. Vous allez laisser votre place à Christophe Rouillon, qui arrive, qui est maire socialiste de Coulennes, qui nous dira également comment il voit la crise chez lui, la crise économique. Il nous parlera également de la crise au Parti socialiste. C'est un soutien de Martine Aubry. En attendant, Claude Pernès, dites-nous qu'est-ce que vous attendez du discours de Nicolas Sarkozy demain? Écoutez, moi je suis extrêmement pragmatique, je suis un spectateur attentif. J'ai entendu les prévisions de l'OCDE en matière de croissance. Je m'aperçois que la France, même si on annonce que notre déficit sera inférieur à beaucoup d'autres pays d'Europe, je sais qu'il faut absolument qu'on renoue avec la confiance et le plan. Et je ne sais pas quel est le nombre de milliards qu'il faudrait bien entendu aligner, mais ce que je sais, c'est qu'il faut. On a entendu. Ce que je sais, c'est qu'il faut un choc psychologique. Et ce que le Premier ministre a indiqué notamment hier dans son discours, c'est qu'il fallait en profiter pour faire une relance donc keynésienne en investissant dans les chantiers qui sont prêts à redémarrer, des chantiers pour lesquels il manquait de l'argent, des chantiers pour lesquels il y avait des obstacles administratifs dont on pourrait aujourd'hui s'émanciper. Et c'est sûr et certain que si on réussit à réinjecter de l'argent dans l'économie, eh bien, on pourra peut-être surmonter ce moment dont on ne sait pas encore quelle est la sortie.
Jean-Hervé Lorenzi. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Sur le fond, maintenant, c'est toujours un problème d'ordre de grandeur et de capacité de réagir par rapport à une situation. Je rappelle juste que nous allons vraisemblablement construire cette année environ une centaine de milliers de logements en moins. Que le plan, qui est très astucieux de rachat de logements, c'est 30 000. Que pour le moment, il y en a à mon avis 4-5 000 qui ont été, pour lequel ça a démarré. Ouais. L'ordre de grandeur, ce qu'il faut mettre, c'est pas 30 000, c'est 4-5 fois plus. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut pas sous-estimer ce qu'il faut mettre. On parlera après de la dette de nos arrière-petits-enfants. Oui, Monsieur Pernès, je vous ai vu, vous avez tiqué tout à l'heure quand j'ai parlé de la bronca. J'ai assisté à cela tout à l'heure parmi les maires là, de France, quand il a encore été question du service minimum d'accueil. On a été dérangé dans notre travail, n'est-ce pas, Sonia? Alors, est-ce que vous craignez une bronca demain en présence de Nicolas Sarkozy? Vous, je le rappelle, Monsieur Pernès, qui appliquait le service minimum d'accueil Vous avez bien vérifié, c'est oui, je sais bien. Qui est d'ailleurs un ardent défenseur de cette mesure d'accueil en cas de grève. Alors ardent défenseur, je ne vais pas dire ça. Je veux simplement déjà vous rappeler que c'est une mesure que nous appliquions dans nos écoles au moment des grèves. C'est-à-dire que les maires se débrouillaient et ils trouvaient les moyens pour garder les enfants. Il y a eu une loi. Cette loi a rendu un peu plus obligatoire, bien sûr, puisque c'est la loi la garde des enfants, mais malgré tout a mis en place un contexte juridique et administratif qui peut paraître contraignant. D'accord. Mais ça ne passe pas auprès des maires. Là. Lorsque vous demandez à un maire de faire par la loi ce qu'il faisait déjà quand la loi n'existait pas, c'est simplement ça. Eh bien, il la siffle généralement. Ça n'est que ça. Écoutez, c'est un mouvement essentiellement politique, on l'a vu. Ah bah attendez, il y a de la protestation également du côté de l'UMP. Hein. Moi je suis de ceux qui pensent, mais je suis un maire. Attendez, je vais terminer. Je suis un maire de banlieue. Et je sais très bien ce qu'il en coûte aux parents qui sont obligés de faire garder leurs enfants ou qui sont obligés de poser un jour de congé lorsqu'il y a une grève. Je pense que le devoir d'un maire, c'est d'essayer de rendre le service public à tout un chacun. Alors maintenant, il y a un clivage politique très fort et je crois que seul le président de la République pourra peut-être le redétricoter. Ah bon, on verra ça demain. Hein. Alors merci beaucoup. Monsieur Pernès, vous allez maintenant laisser votre place, si vous le voulez bien, à Annie Guillemot, qui est maire socialiste de Bron et que nous accueillons. Et on a accueilli ici tout à l'heure Christophe Rouillon. Bonsoir. Vous êtes maire PS à Coulennes. On va vous poser la même question qu'on a posée à tous les maires présents sur notre plateau. Comment ça se passe chez vous? Pour le service minimum. Parlez d'abord du service minimum. Vous avez envie de rebondir. Simplement, c'est pour dire que nous, on ne l'applique pas et qu'on ne peut pas nous demander de jouer les kamikazes. Pour des raisons de sécurité, on ne le fait pas. Et hier, c'était quand même une bronca très généralisée. Et si certains pensent qu'il faut encore monter d'un cran, je pense que peut-être l'occasion s'en fera sortir demain. Participez vous à cette bronca, à ces sifflets contre le Premier ministre? Non, parce que chez moi, j'ai mes écoles en intercommunalité, dans la ruralité. Donc forcément, si on a des écoles isolées, on peut pas l'appliquer. Si on a la compétence communautaire pour les écoles, on peut l'appliquer. Bon, je pense qu'on focalise un peu. Et effectivement, il y a une sorte de parti pris sur la problématique. Mais pour des communes isolées, c'est quand même très complexe, il faut le reconnaître. Alors Christophe Rouillon, répondez-nous, comment ça se passe chez vous, la crise? Alors la crise, c'est vraiment le sujet aujourd'hui parce que nous avons des entreprises qui aujourd'hui sont en chômage technique quasiment total. Le Mans, Coulennes, c'est le département de l'industrie automobile. Oui. Et nous avons à la fois des Renault et puis tout un réseau de sous-traitants. Et la situation est extrêmement préoccupante. Et je crois qu'elle nécessite aujourd'hui un véritable plan de relance français, mais je dirais même européen, à la fois sur l'innovation, parce que moi je suis maire et j'ai passé un appel d'offres pour des véhicules propres. Je ne serai livré que dans 3 mois. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a vraiment à faire un effort d'investissement, d'innovation extrêmement important. Peut-être que, comme General Motors aux États-Unis, les constructeurs français ont des reproches à se faire et n'ont pas su suffisamment adapter leur production. C'est tout à fait vrai, parce que ça fait des années que l'on attend de l'innovation et les entreprises n'ont pas pris le train de l'innovation et aujourd'hui, il faut agir comme d'habitude en France dans l'urgence. Bonsoir, Annie Guillemot, vous êtes maire
PS de Bron. Alors dites-nous, chez vous, comment ça se passe la crise? Bron-Lyon, hein. Oui, Grand Lyon. Moi, c'est vrai qu'on est dans une agglomération qui est effectivement, qui a peut-être moins de problèmes parce qu'on n'a pas l'automobile. Mais moi, ce que je crains à l'heure actuelle, c'est notamment dans les banlieues, et je le vois sur mes deux quartiers, c'est le problème de l'intérim, c'est le problème de tous ces jeunes qui sont déjà beaucoup au chômage et qui sont frappés de plein fouet. Et moi, en tant que maire, je le vois tous les jours. D'ailleurs, l'Office national des zones urbaines vient de démontrer les derniers chiffres que sur les quartiers qui étaient en renouvellement urbain, on avait plus de 20 à 25% de hausse du chômage, et on le voit dans nos missions locales. Alors moi, j'ai plutôt une vie résidentielle avec 2 quartiers en difficulté, mais aujourd'hui, c'est le problème. C'est le problème qu'aujourd'hui, les missions locales n'arrivent même pas à trouver d'intérim pour ces jeunes. Et on le voit aujourd'hui avec, en tout cas, les habitants. Et je crois que, je vous entendais parler tout à l'heure, mais ce que bon, pour le SMA, on pourra y revenir, mais je crois qu'aujourd'hui, les maires, le service minimum, ce que disent les maires aujourd'hui, c'est pourquoi c'est nous qui appliquons le service public de l'État. Si c'est si facile que ça, que l'État le fasse. S'ils l'ont pas fait, s'ils l'ont mis aux maires, c'est peut-être justement parce qu'ils étaient en incapacité. Je crois que vraiment, c'est une bronca, et c'est une bronca, il n'y a pas un clivage politique. Je pense que vous avez tort et vous mésestimez. D'ailleurs, le score qu'a fait aujourd'hui André Léniel est là pour démontrer que les maires sont justement en défiance par rapport à l'État, comme le disait le président Pélissard. On peut parler du score de M. Pélissard, hein, oui, 57%, qui lui est très réservé également et qui demande des garanties. Tout à fait, et qu'il a demandé pour l'application hier du SMA. en disant qu'il fallait... UMP, je le rappelle, député maire de Lons-le-Saunier dans le Jura. Exactement. Christophe Royon. Et André Léniel a fait le meilleur score des candidats de gauche au Congrès des maires, c'est-à-dire qu'il est passé de 33 à 43%. Donc un succès socialiste que vous saluez. On peut terminer l'émission si vous voulez. Il nous reste très peu de temps sur le Parti socialiste. C'est une défaite, mais c'est quand même un succès. Alors, on parle un peu du PS. Tiens, il nous reste quelques instants, vraiment. Monsieur Rouillon, vous soutenez Martine Aubry. Aujourd'hui, Ségolène Royal a expliqué à ses partisans sur le site de Désir d'avenir qu'il fallait compter avec elle et qu'elle leur donnait évidemment rendez-vous en 2012. Vous trouvez ça encourageant pour la marche du PS? Il faudra compter avec Ségolène Royal, c'est un des leaders les plus importants. Simplement, on n'est pas en 2012. Aujourd'hui, on est en 2008. Il faut reconstruire le Parti socialiste. Il faut s'opposer à la politique du gouvernement. Et on a de nombreuses étapes avant 2012. On a les européennes dans 6 mois qui vont pas être faciles. On a ensuite les régionales où Ségolène Royal sera candidate. Et je crois qu'il faut, avant d'avoir une démarche présidentielle, avoir une démarche de reconstruction du parti. Et je pense que Martine Aubry est capable de rassemblement en rassemblement, d'arriver à reconstruire quelque chose d'intéressant. Annie Guimont, peut vous demander qui vous avez soutenu pour cette campagne? J'étais mandataire de Martine Aubry dans le Rhône, donc... Ah bon, d'accord, vous étiez tous les deux donc rassemblés autour de Martine Aubry. Non, mais avec le sourire, ce soir, vous aussi, malgré quand même cette présence presque obsédante de Ségolène Royal. Non, mais... Je trouve que, alors, on pourra revenir, je pense qu'il faudra prendre un peu de recul sur l'analyse. Quand je vois la presse, tout ce qu'elle a dit sur Obama et Clinton, c'est un an de primaire, c'est un an de conflit. On a mis 4 mois à effectivement avoir 2 conceptions. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut aussi revenir sur le débat qu'il y a eu. Je remarque qu'à l'UMP, il n'y a pas de débat puisque le président de l'UMP, il est même pas élu au suffrage de ses militants. Je pense que le Parti socialiste a fait un débat entre 2 conceptions, qu'aujourd'hui Martine Aubry, elle est secrétaire nationale. Il est normal que Ségolène Royal ait aussi des propositions à faire et des vœux à faire pour l'élection, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut quand même pas nous reprocher au Parti socialiste d'avoir débattu pendant 4 mois, alors que toute la presse encensait le débat Obama-Clinton, et Clinton, c'était pour 6 délégués seulement qu'elle a renoncé. Donc je crois qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Charles Guenet. Simplement, s'il n'y avait que 4 mois de débat, on ne dirait rien. Mais nous sommes comme les socialistes, nous sommes relativement inquiets de la durée, effectivement, de tout cela. Je pense que ça n'est pas sain pour la démocratie française. Et le fait de contrer la politique actuelle, c'est une chose, mais ce qu'on souhaiterait, c'est que le Parti socialiste puisse effectivement participer au débat en faisant des propositions plus construites. Et voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter au Parti socialiste. Vous savez, aujourd'hui, un dernier mot alors. Vraiment aujourd'hui, ce qu'on ressent comme maire, c'est qu'aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, nos habitants des cités mais des autres ne comprennent pas qu'on fasse un bouclier fiscal, ne comprennent pas qu'ils doivent payer des franchises médicales, ne comprennent pas un certain nombre de choses alors qu'on donne autant aux banques. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez tort de mésestimer la colère des Français et la colère des maires. Alors, ce sera le dernier mot. C'est terminé. Merci à tous nos invités. On reprend le débat très vite. On se retrouve d'ailleurs ici demain. Demain, même heure, même endroit. Demain, bonsoir. Bonsoir à tous.